Si on me demandait un jour quel est le phénomène le plus important du XXe siècle, je répondrais la disparition de l'agriculture. Nous ne sommes plus qu'un pourcentage infime d'agriculteurs. Et là aussi, l'humanité décolle. Elle était sur le sol, elle avait les pieds sur terre et même sous terre, labourait la terre. Et tout d'un coup, elle devient industrielle, puis elle devient plus industrielle, elle devient employée de bureau. C'est-à-dire elle s'occupe de papier, de langage, de code, de signes. Elle s'occupe de machines à écrire et tout d'un coup elle décolle du matériel vers le langage. Vous voyez, elle décolle de la terre vers le ciel, elle décolle du matériel vers le langage. Il y a une sorte de décollage qui est peut-être l'image la plus précise qu'on puisse donner de l'histoire actuellement de l'humanité occidentale développée. Cette espèce de décollage tel qu'à un moment nous allons nous reconnaître comme image privilégiée dans l'astronaute qui, hors la Terre, la regarde en entier. Et probablement là, il y a une date extraordinaire, c'est la première fois qu'on a une photographie de la Terre, bien après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le moment où l'astronaute flottant hors sa propre fusée peut regarder notre mère, la Terre, comme un objet global, comme un objet qu'il peut mettre en dehors de lui. En général, la Terre, on est dedans. Non, on est dessus. On vit comme notre entourage. La Terre ne bouge pas pour l'homme. Elle est le sol sur lequel on repose, la maison dans laquelle on habite, l'utérus dans lequel on est. La Terre est notre mère. Et donc, on ne peut pas en sortir. Il n'y a que les savants qui disent que la Terre bouge autour du Soleil. Mais dans la vie ordinaire ou dans la vie courante, pour nous, la Terre est cette stabilité, non seulement qui est indéracinable sous nos pieds, mais à l'intérieur de laquelle on habite. Eh bien, l'aventure la plus extraordinaire de ce dernier temps a été, je crois, que l'humanité en entier a quitté la Terre, c'est-à-dire a décollé d'elle, est sortie d'elle, comme si elle avait été accouchée par elle, et tout d'un coup, elle la voit en entier devant elle, comme si c'était un objet. C'était notre maison, et maintenant c'est un objet. C'était, oui, notre mère, et maintenant c'est un objet, et c'est même peut-être plus qu'un objet, c'est devenu presque notre fille. Comme si elle était en danger à cause de nos entreprises. Vous voyez, comme si elle était d'abord notre mère et ensuite notre... Vous voyez ce décollage extraordinaire dont la montée des observatoires du niveau zéro de la mer vers les montagnes n'est qu'un petit segment. Je crois là qu'il y a un grand mouvement qu'on peut décrire et raconter et qui est peut-être le seul roman réel, le seul grand récit, le seul grand conte, le seul grand mythe moderne qu'on puisse réellement raconter à nos enfants. Si vous prenez une sonde et que vous enfoncez votre sonde dans mon corps, derrière mes circonvolutions cérébrales, qui sont à peu près celles d'Homo sapiens, qui ont deux centaines de milliers d'années, il y a des circonvolutions plus profondes qu'on appelait autrefois le cerveau reptilien, et ces circonvolutions-là correspondent à une évolution qui a dû avoir lieu il y a quelques millions d'années. Si vous enfoncez la sonde plus profonde, vous allez taper sur l'os. Qu'est-ce que c'est cette partie solide? Ah oui, c'est l'explosion du Cambrien. À l'explosion du Cambrien, les vivants nus ont constitué à l'intérieur d'eux des parties dures. Et mes parties dures datent à peu près de cette époque. Mais si vous enfoncez encore jusqu'au niveau cellulaire, vous allez vous apercevoir que je porte des ADN, des ARN, qui eux sont nés il y a 3,8 milliards d'années. Et si vous enfoncez encore plus dans la molécule, vous allez tomber sur 4 atomes principaux de la vie, c'est-à-dire le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, qui ont été cuits dans la fournaise des galaxies il y a des milliards d'années. Quel âge j'ai? Je dois probablement avoir l'âge de l'univers. Où sommes-nous dans l'univers? Nous sommes ici, d'abord sur Terre, au milieu de l'océan Pacifique, sur une montagne, 4200 mètres d'altitude, le Mauna Kea, un volcan éteint, et tous ces télescopes sont des sentinelles avancées de l'humanité pour regarder les profondeurs de l'univers. Tout près de nous, la Terre dans le système solaire, en orbite autour du Soleil, avec ses 7 autres planètes compagnes, de Mercure à Neptune.
Et cette petite étoile qu'est le Soleil, au milieu de notre galaxie, ou plus exactement un peu sur le bord, avec quelques milliards d'autres étoiles qui forment cette immense galette aplatie qu'on appelle la Voie lactée, la galaxie que nous voyons la nuit ici à Mauna Kea et partout sur Terre. Et puis cette galaxie elle-même, l'une des composantes d'un amas de galaxies, le nôtre, lui-même l'un parmi des milliers d'autres amas de galaxies, sorte de rassemblement local de galaxies qui peuplent l'univers. Pour observer ces objets très lointains, nous utilisons la lumière qu'ils ont émise, mais la lumière met du temps à voyager, 300 000 km par seconde. Ça va représenter pour les objets les plus lointains que nous soyons capables d'observer avec ces instruments, près de 13 milliards d'années de voyage de la lumière. Ce que nous voyons très loin, c'est aussi ce qui a existé il y a très longtemps. C'est-à-dire ce qui n'existe plus. C'est la réflexion sur ce problème qui a conduit Einstein à concevoir la relativité. Qu'est-ce que la lumière? La lumière est un moyen d'échange d'énergie et d'information entre des particules de matière. Quand un électron, par exemple, s'agite dans un atome, il va émettre de la lumière en proportion de son mouvement d'agitation. Et cette lumière, une fois émise, cette énergie, une fois libérée par ce petit atome d'hydrogène, mettons, va cheminer dans le vide de l'espace. Bien voilà, le tout premier temps, les temps les plus anciens de l'univers, on peut les comparer à une immense soupe dans laquelle il y a ces particules élémentaires qui s'agitent, qui se baladent à gauche et à droite. Et j'aime souvent faire la comparaison avec le langage écrit. Ces particules élémentaires sont un peu l'équivalent des lettres par rapport au langage écrit. Les lettres sont comme les particules élémentaires du langage. Vous prenez des lettres, vous en faites des mots. Vous prenez des mots, vous en faites des phrases, vous en faites des paragraphes, vous en faites des chapitres, des livres, des collections, des bibliothèques. Tout notre savoir humain, il y a différents alphabets, mais la racine est toujours, le truc est toujours le même. Vous prenez des lettres, vous en faites des mots, et les mots ont une propriété que n'ont pas les lettres, c'est le sens du mot. Vous avez ce qu'on appelle une propriété émergente. Le sens du mot est une propriété émergente de l'association de ces lettres. Dans cette façon précise, c'est conventionnel, c'est historique, mais n'importe. Et puis ensuite, je reprends ces mots et je rejoue le même jeu. Je les associe et j'en fais une phrase. À nouveau, propriété émergente. J'en fais des paragraphes. Mais ce mode de construction de tous les langages humains, on s'aperçoit que la nature l'utilise. La nature, je ne sais pas qui c'est la nature, je dis la nature entre guillemets. La nature l'utilise depuis les tout premiers temps de l'univers. On peut dire, en paraphrasant Lacan, la nature est structurée comme un langage. Elle a exactement le même mode de formation des structures. Vous prenez des atomes, par exemple, que vous allez considérer comme des lettres, l'hydrogène et l'oxygène, vous mettez 2 hydrogènes et un oxygène, vous faites de l'eau. L'eau est un mot par rapport aux atomes qui sont comme les lettres. L'eau a des propriétés que nous connaissons tous, qui ne sont pas présentes dans les différents atomes, mais qui émergent, qui sont des propriétés émergentes de l'association des atomes dans un ordre précis. De sorte qu'on peut dire, encore une fois, la nature est structurée comme un langage. C'est ce que racontent les différentes sciences. La physique, si on peut dire que chaque chapitre de la science vous raconte un peu de cette histoire. Eh bien, on peut se représenter l'univers des temps les plus anciens comme une immense torride et dense et lumineuse soupe aux lettres, c'est-à-dire purée. Purée, c'est mieux que soupe, parce que soupe, il y a déjà des grumeaux. Mais là, c'est une vraie purée bien homogène de particules élémentaires, électrons, photons, quarks, neutrinos, tout ça. Et ces particules-là, les tout premiers temps de l'univers sont caractérisés par le fait que ces particules sont complètement dissociées. Exactement comme les lettres dans ma soupe aux lettres. Et la comparaison avec aujourd'hui, c'est que ces structures, ces lettres sont maintenant associées. Et pour prendre un exemple qui résume assez bien la situation,
je vais considérer votre corps à vous, et le corps de chacun d'entre nous, et les tout premiers temps de l'univers. Notre corps est fait, en dernière analyse, de deux particules, deux variétés de particules, des électrons et des quarks. Une fois, les quarks sont les constituants des protons et des neutrons, donc tous les noyaux d'atomes. Et pour faire un être humain, ça prend beaucoup de quarks et d'électrons. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 100 milliards de milliards de milliards. La différence, c'est qu'entre ce moment ancien et aujourd'hui, se sont passés une quantité d'événements dont nous avons parlé, par lesquels, par une structuration qui ressemble à l'alphabet, lettres, mots, phrases, ces quarks, ces électrons se sont associés d'abord en atomes, en molécules, ensuite en cellules vivantes et ensuite en organismes primitifs, le premier vivant qui apparaît sur la Terre, et puis toute l'évolution de la vie qui nous fait passer des mollusques jusqu'aux poissons, jusqu'aux amphibiens, aux reptiles, aux mammifères, aux singes, aux hominiens, toute cette structuration, et finalement à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, constitué de toutes ces particules, on peut nous représenter, mais c'est une bien pauvre image, comme une gigantesque horloge dans laquelle chaque atome joue un rôle précis, comme les rouages d'une horloge. Et la différence, c'est qu'alors que ces particules étaient complètement dissociées, maintenant elles sont associées dans une structure absolument admirable qui est capable de faire les plus grandes prouesses qui ont été faites dans l'univers. La plus grande prouesse qui a jamais été faite dans l'univers, et c'est assez récent, c'est pas de gagner des médailles d'or aux Jeux olympiques, c'est simplement quand vous fermez les yeux et que vous dites « j'existe ». Quand vous prenez conscience de votre existence, il faut que, pour que cela se passe, 100 milliards de milliards de milliards de quarks et d'électrons s'associent à une action globale, cette action globale étant simplement « j'existe ». Si vous regardez autour de vous, vous dites « le monde existe autour de moi ». Si vous décidez de vous lever, vous donnez l'ordre à 100 milliards de milliards de milliards de quarks et d'électrons de se lever, aucun ne proteste, vous partez comme ça sans problème. C'est ça l'histoire extraordinaire de l'univers. C'est comment on est passé de cet état complètement chaotique dans lequel toutes ces particules étaient dissociées jusqu'à l'état extrêmement intégré que l'on retrouve pas seulement chez les êtres humains, il ne faut pas être chauvin. Votre chat, s'il pouvait parler, pourrait dire la même chose. Moi aussi, je suis constitué de toutes ces particules et moi aussi, j'ai eu besoin de cette histoire qui s'est étendue pendant 15 milliards d'années pour en arriver jusqu'à moi. C'est ce qu'on appelle en résumé la croissance de la complexité. On peut dire que l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la croissance de la complexité. C'est-à-dire de l'histoire de comment ces innombrables particules ont pu, au cours des âges, en faisant intervenir des phénomènes, par exemple les atomes qui nous constituent, le carbone, l'azote, l'oxygène, qui sont les éléments fondamentaux du corps humain, ces atomes n'existaient pas au tout premier temps de l'univers. Ils ont été formés à l'intérieur des étoiles, à l'intérieur en particulier des géantes rouges, les géantes rouges qu'on voit très bien dans le ciel, Aldébaran, Antares, Betelgeuse, ce sont des étoiles à la fin de leur vie, qui sont en train de fabriquer du carbone, de l'azote et de l'oxygène. Grâce au fait qu'au centre des étoiles, il fait très chaud, dans ces étoiles-là, il fait 100 millions de degrés, plusieurs centaines de millions de degrés, et à ces températures, il y a des réactions nucléaires qui font ces atomes de carbone, d'azote et d'oxygène. Et ces étoiles, donc, pendant toute leur vie, font ces éléments. À la fin de leur vie, elles se dispersent, soit dans une gigantesque explosion, soit dans une dispersion plus lente. Ces atomes ensuite se diluent dans l'espace et sont repris en charge par d'autres étoiles qui se forment, et en particulier, quand le Soleil s'est formé, il contenait déjà dans le nuage qui l'a formé, le nuage protosolaire, il y avait déjà des atomes qui avaient été fabriqués par des étoiles plus anciennes. Et ces atomes ont été incorporés dans le Soleil ou dans les planètes, sont en particulier sur la Terre, parce qu'ils nous intéressent particulièrement. Ça a formé ce qu'on appelle la biosphère, la vie s'est développée, ce qui a comme résultat total que quand vous touchez vos doigts,
vous touchez à des poussières d'étoiles. On ne peut comprendre ce que c'est que la philosophie, c'est-à-dire à quel point. C'est pas du tout des choses abstraites, la philosophie. C'est pas plus, encore une fois, pas plus qu'un tableau ou qu'une œuvre musicale. C'est absolument pas abstrait. Et ça, on ne peut le comprendre que par l'histoire de la philosophie. À condition de la concevoir, il me semble, si j'ose dire, à condition de la concevoir comme il faut. Parce que qu'est-ce que c'est? Il y a une chose qui me semble certaine, c'est qu'un philosophe, c'est pas quelqu'un qui contemple, et c'est même pas quelqu'un qui réfléchit. Un philosophe, c'est quelqu'un qui crée. Simplement, il crée un genre de choses, tout à fait spécial. Il crée des concepts. Les concepts, ça n'existe pas tout fait, ça se promène pas dans le ciel, c'est pas des étoiles. On les contemple pas, il faut les créer, il faut les fabriquer. Alors il y aurait 1000 questions, déjà à ce moment-là, on est déjà comme perdu, parce qu'il y a tellement de questions qui se posent. À quoi ça sert? Pourquoi créer des concepts? Qu'est-ce que c'est que ça, un concept? Mais on laisse tomber, hein? Pour le moment, on laisse tomber. Mais en philosophie, je dis, il y a les deux à la fois. La création d'un concept, et la création d'un concept se fait toujours en fonction d'un problème. Si on n'a pas trouvé le problème, on ne comprend pas la philosophie, elle reste abstraite. Je prends un autre exemple. Or, les gens, généralement, ils ne voient pas quel problème ça répond. Ils ne voient pas les problèmes, parce que les problèmes sont un peu cachés, un peu dits, un peu cachés, et faire de l'histoire de la philosophie, c'est restaurer ces problèmes. Et du coup, découvrir la nouveauté des concepts. Je vois au XVIIe siècle, la plupart des grands philosophes, quel est leur souci négatif? Leur souci négatif, c'est empêcher l'erreur. Il s'agit de conjurer les dangers de l'erreur. Éviter que l'esprit se trompe. Comment éviter l'erreur? Et puis il y a un très lent glissement. Et au XVIIIe siècle, commence à naître un problème différent. Ça pourrait paraître le même, et en fait, c'est pas du tout le même. C'est dénoncer non plus l'erreur, mais dénoncer les illusions. L'idée que l'esprit tombe et est même entouré d'illusions, bien plus qu'il en produit lui-même. Et en fait, le problème qui commence à naître est entièrement nouveau. Tu es seul. Alors, on peut dire là aussi, il y a des raisons sociales. Mais il y a aussi une histoire secrète de la pensée qui serait passionnante à faire. La question n'est plus comment éviter de tomber dans l'erreur, mais comment arriver à dissiper les illusions dont l'esprit s'entoure. Et puis au XIXe siècle, je fais exprès de dire des choses tellement simples, tellement rudimentaires au XIXe siècle. Qu'est-ce qui se passe? Comme si ça glissait, là, et même ça éclate pas complètement, mais c'est de plus en plus. Comment éviter l'illusion? Non. C'est plus que l'esprit. C'est que les hommes, en tant que créatures spirituelles, ne cessent pas de dire des bêtises. Comment conjurer la bêtise? Bien, mais il y a autre chose de plus profond dans ces évolutions, dans cette espèce d'histoire des problèmes que la pensée affronte. Et chaque fois qu'on pose un problème, il y a de nouveaux concepts qui apparaissent. Si bien que, si on comprend la philosophie de cette manière, création de concepts, constitution de problèmes, les problèmes étant plus ou moins cachés, hein, donc il faut les redécouvrir, tout ça, on s'aperçoit que la philosophie n'a strictement rien à voir avec le vrai et le faux. Elle n'a rien à voir avec le vrai et le faux, c'est pas chercher la vérité. La philosophie, ça veut strictement rien dire, chercher la vérité. Et s'il s'agit de créer des concepts, qu'est-ce que ça veut dire? Un concept, il est... Et
constituer un problème, c'est pas une affaire de vérité ou de fausseté, c'est une affaire de sens. Un problème, bon, il faut qu'il ait un sens. Il y a des problèmes qui n'ont pas de sens, vous voyez. Il y a des problèmes qui ont un sens. Faire de la philosophie, c'est constituer des problèmes qui ont un sens et créer les concepts qui nous font avancer dans la compréhension et la solution du problème. Je veux dire, pourquoi est-ce que la philosophie ne s'arrête pas? Pourquoi elle ne s'arrête pas, par exemple? Pourquoi il y a encore de la philosophie aujourd'hui? Parce qu'il y a lieu de créer toujours des concepts. Tant qu'il y aura besoin de créer des concepts, il y aura de la philosophie, puisque c'est ça sa définition. Et que les concepts ne nous attendent pas tout. Il faut les créer. Alors, et on les crée en fonction de problèmes. Les problèmes évoluent. À mon avis, il n'y a pas de cas où il n'y ait pas, parmi les grands philosophes, un ou plusieurs grands philosophes qui aient quelque chose à nous dire sur les problèmes transformés d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'évolution des problèmes? Mais il y a quelque chose de plus profond. C'est très mystérieux et puis on n'aurait pas le temps. Mais je croîtrais à une espèce de devenir de la pensée, d'évolution de la pensée qui fait que on pose pas, non seulement on pose pas les mêmes problèmes, mais on les pose pas de la même façon. Un problème peut être posé de plusieurs façons successives et qui a un appel urgent, comme un grand courant d'air, qui fait appel à la nécessité toujours de créer, de recréer de nouveaux concepts. Il y a une histoire de la pensée qui se réduit pas à l'influence sociologique ou à l'influence. Il y a tout un devenir de la pensée, ça, qui est une chose très mystérieuse qu'il faudrait arriver à définir, et qui fait que peut-être on ne pense pas aujourd'hui de la même manière que il y a 100 ans. On ne pense pas aujourd'hui. J'entends des processus de pensée, des ellipses de pensée. La pensée, elle a son histoire. Il y a une histoire de la pensée pure. Alors, faire de la philosophie, pour moi, c'est exactement ça. Elle n'a jamais eu qu'une fonction, à mon avis, la philosophie. Elle n'a aucun besoin d'être dépassée, puisqu'elle a sa fonction. Il y a autant de galaxies dans l'univers visible qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie, c'est-à-dire entre 10 et 100 milliards. On sait que dans notre propre galaxie, il y a à peu près 3 étoiles massives par siècle qui s'effondrent, qui voient leur cœur s'effondrer. Ça s'appelle des explosions de supernova qui peuvent devenir un trou noir. Un effondrement sur 1000 fait des sursauts de lumière tellement intenses qu'on peut les voir n'importe où dans l'univers, même aux confins de l'univers. Ce sont les événements les plus violents de l'univers après le Big Bang. Actuellement, il y a en orbite un satellite qui a détecté le sursaut le plus lointain jamais vu. Il s'est produit alors que l'univers avait 600 millions d'années. Il en a 13 milliards et demi. Ça veut donc dire que la lumière s'est propagée pendant plus de 10 milliards d'années. Vous pensez bien qu'en se propageant dans l'univers, elle est quand même passée à travers des choses. Elle a traversé peut-être des zones où il y a du gaz primordial légué par le Big Bang. Donc on aura une chance de l'analyser. Elle s'est peut-être courbée au voisinage d'amas de galaxies. Donc vous aurez une analyse de la matière interstellaire qu'il y a dans ces galaxies. Ça, c'est inimaginable d'étudier la composition des galaxies qu'on ne voit même pas. Quand un sursaut gamma se produit, il produit dans le domaine des rayonnements visibles, les rayonnements perceptibles à notre œil. Pendant quelques temps, quelques secondes, 20 secondes, ils sont aussi lumineux que toutes les étoiles de l'univers réunies. Donc ça dépasse l'imagination. Il y a une puissance rayonnée fabuleuse. Donc déjà, comprendre cette machine, c'est comprendre en gros la machine ultime de l'univers. On voit en moyenne un sursaut gamma par jour qui signe donc l'effondrement du cœur d'une étoile massive quelque part dans l'univers, mais n'importe où. En général très loin. Vous voulez dire qu'un sursaut gamma, c'est la signature d'un trou noir? C'est la signature d'un trou noir sur lequel tombe de la matière. Aussi loin qu'on remonte dans le passé de l'univers en observant justement des phénomènes les plus lointains possibles, on sait qu'il y a eu une première étoile, une première génération d'étoiles. Cette première génération d'étoiles,
a sans doute fait le plus gros des éléments qui sont l'azote, l'oxygène, le carbone. Si vous disséquez un être humain, vous trouvez d'abord ça. C'est les étoiles qui ont fait tout ça, et non seulement elles l'ont fabriqué au sein de leur cœur, mais comme elles ont eu la bonne idée d'exploser, elles ont tout répandu. Un des objectifs d'étudier ces sursauts gamma, c'est qu'on va détecter les premières étoiles. Puisqu'un sursaut gamma trace la fin de l'évolution d'une étoile massive, comme on est capable non seulement de détecter ces événements, mais de dire à quelle distance ils sont, ou plutôt à quel âge ils se sont produits dans le passé de l'univers, il y a un moment où on n'en verra plus. Avec les sursauts gamma, on verra le début de cette aventure. On verra le début du moment où l'univers s'est enfin décidé à fabriquer les éléments à partir duquel se sont formées les autres étoiles, et à partir duquel se sont formées les planètes qui sont autour, et à partir duquel se sont formés les gens qui sont dessus. Donc, c'est le début de l'histoire. La Terre est bombardée en permanence de particules, par exemple, qui vous traversent en ce moment. Vous êtes traversé à raison d'une particule par centimètre carré et par minute, qui s'appelle des muons. On ne va pas rentrer dans les détails, mais sachez que ces muons sont produits par l'interaction, par la collision dans la très haute atmosphère de protons ultra rapides. Et ces protons ultra rapides, quand ils cognent la haute atmosphère, ils font des bouffées de muons qui, eux, nous traversent gentiment. Incidemment, c'est des rayonnements ionisants dangereux. Donc plus on monte, plus on est ionisé. Ces rayonnements ionisants contribuent pour à peu près 50% de l'ionisation naturelle. Le reste, c'est la radioactivité des roches. Donc c'est sans doute ces rayonnements ionisants qui viennent du ciel, ils sont en partie responsables de l'évolution des espèces, qui font que des petites algues bleues de l'océan primitif, on est arrivé à fabriquer des individus. Alors pour le détecter, on a fait des instruments formidables, notamment dans la Pampa argentine, il y a un instrument qui s'appelle Auger, qui détecte ces particules ultra énergétiques. Eh bien, il y a de fortes chances que ce soit des sursauts gamma qui les fabriquent. Ici, dans la Pampa argentine, vous observez des rayons cosmiques. Qu'est-ce que c'est qu'un rayon cosmique? Les rayons cosmiques sont des particules qui sont émises quelque part dans le cosmos, pour certaines très proches de nous, dans le Soleil, mais en fait pour la plupart elles viennent soit de la galaxie, soit de galaxies étrangères à la nôtre. C'est de la lumière ou de la matière? On peut parler de rayons cosmiques pour les photons de très hautes énergies, on appelle ça des rayons gamma. Là c'est de la lumière mais pas visible, mais ce sont des photons, donc de la lumière. Mais beaucoup des rayons cosmiques sont des particules chargées, donc là c'est de la matière, et non pas de la lumière, et donc des protons, des électrons, des muons produits dans l'atmosphère, et puis des noyaux, du carbone, de l'oxygène, et puis du fer. On peut voir une même étoile sous des aspects différents, dans des longueurs d'onde différentes. Est-ce que dans chaque domaine de longueur d'onde, on voit d'autres choses aussi, d'autres étoiles? Oui, bien sûr, le ciel est éminemment variable en fonction du regard qu'on porte sur lui. Si vous connaissez le ciel nocturne, les étoiles, les constellations, c'est une chose. Vous observez le même ciel avec un détecteur rayons X ou un détecteur gamma, vous avez d'autres étoiles qui vont parsemer le ciel, mais pas du tout au même endroit, mais pas du tout les mêmes. Et ça ouvre cette nouvelle dimension qu'a l'astronomie finalement en ce moment. Ça, c'est une chose qui est passionnante pour les astronomes, c'est qu'ils vivent une révolution encore plus grande que la révolution de Galilée. Parce que Galilée, il n'a fait que, c'était déjà pas mal, il a fait franchir un saut énorme, il a décuplé le pouvoir de l'œil, mais c'est resté l'œil. Tandis qu'à notre époque, depuis 1930, depuis le début de la radioastronomie, on vit maintenant l'apparition d'une dimension qui est l'exploration de tous les rayonnements. Et ça, c'est beaucoup plus révolutionnaire que de voir des objets plus en détail ou de voir des objets plus lointains. Si on faisait une carte du ciel dans chaque domaine de longueur d'onde et qu'on les mélangeait, le ciel ne serait plus du tout noir, il serait peuplé d'étoiles? Noir, je pense qu'il n'a jamais été noir, le ciel.
Il est noir parce que notre œil, la nuit, n'est pas capable de voir toute la masse de rayonnement qu'on reçoit. Mais si vous avez par exemple un œil gamma, vous aurez un ciel brillant. Parce que non seulement on sait qu'il y a des objets, des astres qui nous envoient du rayonnement, mais il y a aussi un rayonnement diffus dans tout l'univers. Et si vous avez un œil radio, vous verrez ce fameux rayonnement fossile de l'explosion originale de l'univers, ce rayonnement à 3 degrés, qui lui baigne tout l'univers. Donc dans ce domaine-là, si vous avez un œil sensible à la lumière émise par le 3 degrés K qui se situe dans le domaine radio, vous verrez le ciel tout brillant. Et vous serez dominé par une brillance totale. Seul à entendre l'invisible pluie d'étoiles. Un philosophe qui s'appelle Leibniz, qui fait et qui invente un concept extraordinaire, assez extraordinaire, auquel il donnera le nom de monade. Il choisit un mot technique, compliqué, monade, il appelle ça. Et en effet, dans les concepts, il y a toujours quelque chose d'un peu fou, quoi, d'un peu cette mère qui ne serait que mère, bon, en tout cas, l'idée pure, tout ça. Et il y a quelque chose d'un peu fou. Voilà. Eh bien, la monade leibnizienne, ça désigne un sujet, quelqu'un, toi ou moi, en tant qu'il exprime la totalité du monde. Et que, exprimant la totalité du monde, il n'exprime clairement qu'une petite région du monde. Voilà ce qu'il appelle une monade. Alors là aussi, si, c'est un concept, il le crée. Ce concept n'existe pas avant lui. On dit, mais pourquoi? Pourquoi il le crée? Très joli ça, mais pourquoi faire ça? Pourquoi dire ça plutôt qu'autre chose? Écoute, il faut trouver le problème. Et c'est pas qu'il le cache, le problème. Mais c'est que si on ne le cherche pas un peu, on ne le trouvera pas. Et c'est ça le charme de lire de la philosophie. C'est autant le charme, mais c'est aussi amusant que lire, encore une fois, des romans ou que regarder des tableaux. C'est prodigieux. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi si on le lit? En effet, il n'a pas créé le concept de monade pour le plaisir, quoi, pour son plaisir. Mais pour d'autres raisons, il pose un problème qui est quoi? À savoir que tout dans le monde n'existe que plié. Il vit le monde comme un ensemble de choses qui sont pliées les unes dans les autres. Pourquoi vit-il le monde de cette manière? Qu'est-ce qui se passe? Et tout est pli de pli. On n'arrive jamais à quelque chose de déplié complètement. Et la matière est faite de replis sur elle-même. Et les choses de l'esprit, les perceptions, les sentiments sont pliés dans l'âme. C'est précisément parce que les perceptions, les sentiments, les idées sont pliés dans une âme qu'il construit ce concept d'une âme qui exprime le monde entier, c'est-à-dire dans lequel le monde entier se trouve plié. Les gens parlent, mais on ne sait jamais à quel problème eux-mêmes. Non seulement ils ne créent pas de concept, ils émettent des opinions, mais en plus, on ne sait jamais de quel problème ils parlent. Je veux dire, on sait à la rigueur des questions, mais si je dis « est-ce que Dieu existe ?» c'est pas un problème, est-ce que Dieu existe? J'ai pas dit le problème. Où il est le problème? Est-ce que Dieu, pourquoi est-ce que je pose cette question-là? Quel est le problème qui est derrière ça? Alors les gens, ils veulent bien poser la question. Est-ce que je crois en Dieu ou est-ce que je crois pas en Dieu? Mais tout le monde s'en fout qui croit en Dieu ou qui croit pas en Dieu. Ce qui compte, c'est pourquoi ils disent ça, c'est-à-dire à quel problème ça répond. Et quel concept ils vont fabriquer, quel concept de Dieu ils vont fabriquer. Si tu n'as pas ni concept ni problème, tu restes dans la bêtise, c'est tout. Mais c'est dire à quel point la philosophie est amusante. L'histoire de la philosophie, puisque c'est ça faire de l'histoire de la philosophie. Retrouver, c'est pas tellement différent de ce que tu as à faire quand tu te trouves devant un grand tableau, devant une œuvre musicale. Ça. Il
n'y a pas besoin d'être philosophe pour lire de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie est susceptible, bien plus, pas seulement susceptible, qu'elle a besoin de deux lectures à la fois. Il y a absolument nécessaire une lecture non philosophique de la philosophie. Sinon, il n'y aurait pas de beauté dans la philosophie. C'est-à-dire que des non-spécialistes lisent de la philosophie. Et que la lecture non philosophique de la philosophie ne manque de rien. Elle a sa suffisance. Il n'y a aucun besoin de comprendre. Comprendre, c'est un certain niveau de lecture. Mais c'est un peu comme si tu me disais, pour apprécier par exemple Gauguin ou un grand tableau, faut quand même s'y connaître. Évidemment, il faut s'y connaître, c'est mieux. Mais qu'il y ait également des émotions extrêmement authentiques, extrêmement pures, extrêmement violentes, dans une ignorance totale de la peinture. C'est évident que quelqu'un peut recevoir, mais comme un véritable coup de tonnerre, un tableau, et ne pas savoir, mais rien sur le tableau même, rien. Quelqu'un peut être alors extraordinairement ému par la musique ou par telle œuvre musicale sans savoir un mot. Et je sais bien qu'il vaudrait mieux, et que c'est encore mieux, avoir une perception compétente. Mais j'ai dit que toute chose qui compte dans le monde est susceptible d'une double, dans le domaine de l'esprit, est susceptible d'une double lecture. À condition que la double lecture, c'est pas quelque chose qu'on fait au hasard en tant qu'autodidacte. C'est quelque chose qu'on fait à partir de ces problèmes venus d'ailleurs. Je veux dire, c'est en tant que philosophe que j'ai une perception non musicale de la musique. Et qu'elle est peut-être pour moi extraordinairement émouvante. De même, c'est en tant que musicien, en tant que peintre, ou en tant que ceci, cela, quelqu'un peut avoir une lecture non philosophique de la philosophie. L'exemple typique pour moi, c'est encore une fois Spinoza. Avoir Spinoza en livre de poche, et puis le lire comme ça, et ben, à mon avis, on a autant d'émotions qu'à une grande œuvre musicale. Et d'une certaine manière, la question n'est pas comprendre. Moi, dans mes cours, je suis sûr que les cours que j'ai faits, mais c'était tellement évident que les gens, ils comprenaient tantôt et tantôt ils comprenaient pas. Et on est tous comme ça dans un livre, tantôt on comprend, tantôt on comprend pas. Ce qui fait que d'une certaine manière, on est toujours à la pointe de son ignorance, quoi. Et c'est bien là qu'il faut s'installer. Il faut bien s'installer à la pointe de son savoir ou à la pointe de son ignorance, c'est la même chose, pour avoir quelque chose à dire. Mais je parle de cette frontière même qui sépare un savoir d'un non-savoir. C'est là, je veux dire, c'est là qu'il faut s'installer pour avoir quelque chose à dire. Alors, pour la science, pour moi, c'est pareil. Et la confirmation que j'y vois, moi, c'est que j'ai toujours eu avec les savants des rapports épatants. Moi, ils m'ont jamais pris pour un savant, ils ne pensent pas que je comprends grand-chose, mais ils me disent ça marche. Tu veux, parce que je suis sensible aux échos, je ne sais pas comment appeler ça. Bon, il peut y avoir rencontre entre un concept philosophique, une notion scientifique et un percept esthétique. Eh bien, parfait. Je dis, en science, moi je crois, j'en sais juste assez pour évaluer les rencontres. Pour que tout soit différent. Les astronomes vont sous la Terre ou sous les mers pour observer le ciel, pour observer des neutrinos. Pourquoi? Les astronomes vont sous la Terre ou sous les mers pour observer le ciel, pour observer des neutrinos. Pourquoi sous la Terre? Qu'est-ce que c'est un neutrino? Les neutrinos, ce sont aussi des particules en une forme de rayonnement. Et on a tout lieu de penser que l'univers est rempli d'un rayonnement de type neutrino. Un faisceau de neutrinos qui traverse la Terre, seuls quelques neutrinos vont interagir. Et donc, pour capturer quelques-uns de ces neutrinos, l'idée est d'utiliser toute la Terre comme détecteur. Vous dites capturer des neutrinos. Comment ça, capturer? Qu'est-ce que ça veut dire capturer? Ça veut dire que le neutrino va interagir avec la matière pour former ce qu'on appelle des muons, qu'on va détecter dans la mer. Alors pourquoi dans la mer? C'est pour s'affranchir de l'ensemble des rayons cosmiques. Il y a plein de muons dans les rayons cosmiques. Et donc ces détecteurs sous-marins sont dans l'eau pour se protéger, comme on avait dit. Et le télescope Antares, qui est au large de Toulon, observe les neutrinos qui nous arrivent du ciel de l'hémisphère sud.
Qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle? C'est un petit peu comme quand vous lancez un caillou dans l'eau, il y a des rides qui vont se former. Alors ça va pas être à la surface de l'eau, ça va être des rides qui vont déformer l'espace-temps et vont se propager dans tout l'univers. C'est ça qu'on étudie avec les ondes gravitationnelles qui n'ont jamais été observées directement. Le but ultime étant d'avoir des informations sur ce qui s'est passé juste après le Big Bang, où il y a eu aussi production d'ondes gravitationnelles primordiales, et où là, on pourrait remonter vraiment à des époques, non pas 400 000 ans après le Big Bang, comme on le fait avec les photons, mais vraiment juste après le Big Bang, là au moment où ces ondes gravitationnelles primordiales ont été produites. Mais comment sont-elles produites? On pense que lorsqu'on a un phénomène très massif dans l'univers, qui est avec un effondrement d'étoiles, ou bien une explosion, ou bien la coalescence de deux étoiles qui vont former un trou noir, la violence du phénomène est telle qu'elle fait une distorsion de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on a une onde qui va se propager dans tout l'espace-temps. Qu'est-ce qu'on veut comprendre? C'est ce phénomène de distorsion de l'espace-temps. C'est quand même pas banal de dire que l'espace et le temps, c'est pas quelque chose qui est un décor planté toujours en dehors de nous, mais qu'en fait, il interagit, ce décor, avec la matière qui est dedans. Donc, c'est pas simplement l'espace-temps, c'est la matière-espace-temps qui font un ensemble, qui dialoguent l'un avec l'autre. La matière distord l'espace et le temps. Qu'est-ce qu'un rapport et de quel type sont les rapports entre singularités? Et la dernière fois, j'ai avancé une hypothèse à partir de l'idée suivante. C'est qu'une notion aussi bizarre que celle que Leibniz instaure en nous disant: si vous prenez un ensemble de possibles, ils ne sont pas forcément compossibles. Donc la relation de compossibilité et d'incompossibilité serait ce type de relation entre singularités. Adam non pécheur est incompossible avec le monde où Adam a péché. Encore une fois, c'est ça qui m'importe, comprenez bien. Adam non pécheur est contradictoire avec Adam pécheur, mais n'est pas contradictoire avec le monde où Adam a péché. Simplement, entre le monde où Adam a péché et le monde où Adam ne pêche pas, il y a incompossibilité. Donc, la situation de Dieu quand il crée le monde est très bizarre, vous voyez. Et ça fait partie des idées les plus célèbres de Leibniz. La situation de Dieu quand il crée le monde, c'est que Dieu se trouve dans la situation où il choisit entre une infinité de mondes possibles. Il choisit entre une infinité de mondes également possibles, mais qui ne sont pas compossibles les uns avec les autres. Dans l'entendement de Dieu, il y a une infinité de mondes possibles, et Dieu va choisir parmi ces mondes possibles, qui ne sont pas compossibles les uns avec les autres, il va choisir l'un d'entre eux. Lequel? Heureusement, on n'a pas encore à s'occuper de cette question, mais c'est facile à deviner la réponse de Leibniz. Il va choisir le meilleur. Le meilleur. L'idée au sens où on l'emploie, ça traverse toutes les activités créatrices. Créer, c'est avoir une idée. Avoir une idée, c'est dans tous les domaines. D'ailleurs, je ne vois pas de domaine où il n'y a pas lieu d'avoir des idées. Mais c'est rare, c'est quand même une fête, avoir une idée. Ça n'arrive pas tous les jours. Alors, je dirais, un peintre, il n'a pas moins d'idées qu'un philosophe. Simplement, c'est pas le même genre d'idée. Il faudrait demander comme ça
si on réfléchit sur les différentes activités de l'homme, sous quelle forme se présente l'idée dans tel cas. L'idée en philosophie se présente sous forme de concept et il y a création de concepts. Il n'y a pas découverte de concepts. On ne découvre pas des concepts, on les crée. Il y a autant de création dans une philosophie que dans un tableau, que dans une œuvre musicale. Je dirais moi qu'il faut presque distinguer trois sortes d'œuvres, trois dimensions, trois choses, si fort qu'elles se mélangent tout le temps. Il faudrait parler de... Et ça, je m'en suis encore, c'est mon travail futur là que j'explique, c'est vraiment ce que je voudrais faire. Maintenant, m'occuper de ça, essayer de voir clair là-dedans. Il y a des concepts, les concepts qui sont vraiment l'invention de la philosophie, et puis il y a ce qu'on pourrait appeler les percepts. Ça, c'est le domaine de l'art, les percepts. Les percepts, alors qu'est-ce que c'est les percepts? Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui crée des percepts. Alors pourquoi employer un mot bizarre, percept, plutôt que perception? Ben justement, c'est que les percepts, c'est pas des perceptions. Qu'est-ce qu'il veut un homme de lettres, un écrivain, un romancier? Ben, je crois qu'il veut arriver à construire des ensembles de perceptions, de sensations qui survivent à ceux qui les éprouvent. Et que c'est ça, un percept. Un percept, c'est un ensemble de perceptions et de sensations qui survit à ceux qui les éprouvent. Quelqu'un sort le matin et il sent un air frais, lui arrive une odeur de n'importe quoi, de pain grillé, mettons. Il y a un complexe de sensations. Un oiseau passe dans le ciel, il y a un complexe de sensations. Qu'est-ce que ça devient quand est mort celui qui l'éprouve? Ou quand il fait autre chose? Qu'est-ce que ça devient? C'est bête, ça me paraît un peu la question de l'art. L'art donne une réponse à ça. Donner une durée ou une éternité à ce complexe de sensations qui n'est plus saisi comme étant éprouvé par quelqu'un. Et qu'est-ce que fait un peintre? Ben, je crois qu'il ne fait pas que ça. Mais un peintre donne consistance à des percepts. Il arrache aux perceptions des percepts. Malraux développe un beau concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l'art, il dit c'est la seule chose qui résiste à la mort. Réfléchissez, oui, qu'est-ce qui résiste à la mort? Ben oui, sans doute. Il suffit de voir une statuette de 3000 ans avant notre ère pour trouver que la réponse de Malraux est plutôt une bonne réponse. Mais on pourrait dire, alors, moins bien, mais du point de vue qui nous occupe, ben oui, l'art, c'est ce qui résiste. C'est ce qui résiste. Et c'est peut-être, non pas la seule chose qui résiste, mais c'est ce qui résiste. D'où le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art, et l'œuvre d'art. Tout acte de résistance n'est pas une œuvre d'art, bien que d'une certaine manière elle en soit. Toute œuvre d'art n'est pas un acte de résistance, et pourtant d'une certaine manière, elle l'est. On peut dire un concept philosophique à la lettre, ben ça, d'une certaine façon, ça fend le crâne, parce que c'est une habitude de penser qui est nouvelle. Les gens n'ont pas l'habitude de penser comme ça. Oh, ça fend les crânes. Ben, un percept, ça tord, d'une certaine manière, ça tord les nerfs. Et puis, il y aurait une troisième sorte de chose, je crois, très au lien entre toutes. C'est ce qu'il faudrait appeler les affects. Donc, bien sûr, il n'y a pas de percept sans affect, tout ça, non. Les affects, c'est pas quand j'essayais de définir le percept comme un ensemble de perceptions et de sensations devenues un peu indépendants de celui qui l'éprouve. Là, pour moi, les affects, c'est des devenirs. C'est des devenirs qui débordent
celui qui passe par eux, qui excède les forces de celui qui passe par eux. C'est ça un affect. Alors, je dirais presque, est-ce que la musique, elle ne serait pas la grande créatrice d'affect? Est-ce qu'elle ne nous entraînerait pas dans des puissances qui nous dépassent, qui nous... Non. C'est possible, mais tout ce que je veux dire, c'est que de toute manière, les trois sont liés. Je veux dire, si tu prends un concept philosophique, simplement, c'est plus des questions d'accent. Si tu prends un concept philosophique, c'est vrai qu'un concept fait voir des choses. Spinoza, il fait voir. Nietzsche, il fait voir des choses. Et aussi, c'est des lanceurs d'affect fantastiques. Si bien qu'à ce moment-là, il faut vraiment parler, ça vient tout seul à l'esprit. Il y a une musique de ces philosophies-là. Alors je crois, et inversement, on a beau dire, la musique, elle fait voir des choses très étranges. Ne serait-ce même parfois des couleurs, elle fait voir des couleurs qui n'existent pas en dehors d'elle, musique. Et les percepts aussi, tout ça c'est très lié. Et je rêverais d'une espèce de circulation, les uns dans les autres, des concepts philosophiques, des percepts picturaux, des affects musicaux. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des résonances, que s'il y a indépendance, c'est des travaux ce sont des travaux de genre complètement différents, mais qui ne cessent pas de se pénétrer. Ouais. Comme dit Spinoza spirituellement, si le triangle pouvait parler, il dirait que Dieu est éminemment triangulaire. Éminemment triangulaire, ça veut dire quoi? Là, il a en vue quelque chose, Spinoza, il ne dit pas ça pour rire, il s'adresse à des gens qui, évidemment, à cette époque, comprenaient très bien ce qu'il voulait dire. Spinoza et Nietzsche forment en philosophie peut-être la plus grande, je veux dire, libération de pensée, presque au sens d'un explosif. Oui, et peut-être les concepts, si, les concepts les plus insolites, parce que leurs problèmes sont des problèmes qui étaient un peu des problèmes maudits, oui, qu'on n'osait pas poser à l'époque de Spinoza, en tout cas certainement, mais même à l'époque de Nietzsche. Problèmes qu'on n'ose pas trop poser, problème. C'est ce qu'on appelle des problèmes brûlants. C'est des voyants, ils ont vu quelque chose de trop grand pour eux, ils ne sont pas capables de tenir le coup, ça les brise. Ben, les philosophes et les littérateurs sont dans le même point. Il y a des choses qu'on arrive à voir et dont à la lettre, ben, d'une certaine manière, on ne revient pas. Qu'est-ce que c'est ces choses? Ça varie beaucoup pour les auteurs. Mais généralement, c'est précisément des percepts à la limite du soutenable ou des concepts à la limite du pensable. C'est ça qui fait. Alors, entre un concept, entre la création d'un grand personnage et la création d'un concept, moi je vois tellement le lien que c'est un peu une même entreprise. Penser, c'est quand même, pour moi, il me semble être à l'écoute de la vie. C'est vrai qu'on ne peut pas penser si on n'est pas déjà dans un domaine qui excède un peu vos forces, c'est-à-dire qui vous rend fragile. Pour moi, ce qu'il y aurait de commun, c'est que les deux activités, la grande littérature et la grande philosophie, témoignent pour la vie. C'est ce que j'appelais la puissance. Ils témoignent pour la vie. C'est même pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de santé. Mais pourquoi y a-t-il des littérateurs qui n'ont pas grande santé du type et c'est les mêmes, peut-être par qui passent, mais un flot de vie. C'est justement pour ça. Pour moi, la maladie n'est pas quelque chose, c'est pas une ennemie pour moi. Parce que ce n'est pas quelque chose qui donne le sentiment de la mort. C'est quelque chose qui aiguise le sentiment de la vie. C'est traversé par elle. Ça aiguise ça donne une vision de la vie, la maladie. La vie dans toute sa puissance, dans toute sa beauté. Quand on regarde cette histoire de l'univers et qu'on voit cette croissance de la complexité,
On se dit, ça se lit comme une belle histoire. Et on se pose la question, est-ce que ça correspond à un projet? Est-ce que tout ça était planifié? Est-ce que c'est quelque chose qui était voulu, donner le sens que vous voulez? Et on se retrouve à se poser une question métaphysique dans le fond. Et d'ailleurs, c'est une question métaphysique que les êtres humains n'ont pas attendu les astrophysiciens pour se poser. La question de savoir si la vie a un sens, s'il y a un organisme, s'il y a un au-delà, s'il y a une transcendance, c'est une question que l'humanité s'est posée depuis toujours et à laquelle elle a répondu de façon extrêmement diverse. Il n'y a qu'à voir les centaines de formes religieuses, d'histoires, de Bibles, d'histoires saintes qu'on raconte un peu partout dans le monde. Chaque civilisation, pratiquement les plus petites ou les plus grandes, a ce qu'on peut appeler son histoire sainte qui lui permet de donner un sens à sa vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait ces différences? Pour moi, ça veut dire une chose. D'une part, c'est qu'aucune religion n'a le monopole de la vérité. D'autre part, que chacune de ces façons de voir le monde, que ce soit le bouddhisme, les Indes, le Japon, le shintoïsme, l'islam, le christianisme, chacune atteint une sorte de facette différente de quelque chose qui nous dépasse et qui nous dépassera toujours infiniment. Quand les gens me demandent si je suis croyant, je leur dis toujours d'abord la réponse à la question, aux questions, est-ce que Dieu existe, est-ce qu'il y a un sens, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, ces questions ne peuvent être que personnelles. Et les réponses ne peuvent être que personnelles. Les réponses, chacun se les fabrique. La science ne peut pas répondre à ces questions. La science ne peut pas vous dire si Dieu existe ou s'il n'existe pas d'ailleurs. La science ne peut pas vous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Elle peut vous dire comment, par exemple, faire des manipulations génétiques. Elle ne peut absolument pas vous dire si c'est une bonne idée d'en faire ou pas en faire. Ça, c'est pas dans son registre. Cette question est fondamentale, mais ça, c'est un domaine tout à fait à part. La morale, la religion, la génétique disent les valeurs. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Chacun le décide, dans quelle société voulons-nous vivre. La science ne peut rien dire à ce sujet, sinon donner des renseignements. La science, elle vous dit comment ça marche. Eh bien, c'est très important pour quelqu'un qui veut prendre un jugement de savoir comment ça marche. La question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela, c'est une question dont la seule réponse valable pour la personne qui la pose, c'est sa réponse à elle. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de réponse. Quand je vais au concert et que j'entends un quatuor de Schubert et que je me dis cela pourrait-il être le fait du pur hasard, ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui est démesuré là. Mais alors je me dis, si ce n'est pas le pur hasard, c'est quoi? Ben, je ne sais pas, justement. Ma question c'est quoi si ce n'est pas le pur hasard? Je dis, je pense que je suis croyant. Les gens me disent, êtes-vous croyant? Je dis, je pense que oui, mais je ne sais pas très bien en quoi. Je crois qu'aucune religion n'a le monopole de la vérité, ce qui a été le grand tort de l'Occident, et c'est à ce titre qu'on a fait des credos, qu'on a fait des guerres de religion, qu'on a fait des oppressions, des inquisitions, qu'on a pensé avoir atteint la vérité. Ça, c'est un mythe, et c'est un mythe dangereux. Ça n'est pas en créant des credos, ça n'est pas par les concepts que l'on peut atteindre à la profondeur des choses. Ça, c'est bien ce que les orientaux nous ont appris. C'est tout l'être, y compris les émotions, les sentiments, qui peut percevoir, qui peut se confronter à ce qu'il y a derrière la réalité. On voit des choses maintenant extraordinaires qu'on n'aurait jamais pensé il y a 10 ans. On a vu une réaccélération de l'univers. Il y a eu le Big Bang, qui a eu la structuration de l'univers, formation des galaxies qui s'éloignent les unes des autres. Cette expansion a tendance à se ralentir avec le temps. Et on s'est aperçu qu'au bout de quelques milliards d'années, les galaxies se sont mises à s'éloigner les unes des autres plus rapidement qu'avant. Et ça, on ne sait absolument pas pourquoi. Donc on invoque une énergie noire. Quand on ne sait pas quelque chose, on dit c'est noir, c'est sombre. On sent qu'on est à un moment charnière où il y a quelque chose qui ne marche pas dans la physique. C'est pas normal que 95% de l'univers soit fait d'énergie noire, de matière noire, c'est-à-dire de choses qu'on ne sait absolument pas. Il n'y a que 5% qui sont la matière visible, la matière qu'on connaît. On ne sait pas, mais on va essayer d'en savoir plus. On fait des grands accélérateurs, le LHC, on va peut-être créer de la matière noire dans ces accélérateurs. On voudrait voir des choses qui nous disent « Ah ben votre théorie, elle n'est pas bonne ». C'est ça qui est important. C'est pas vérifier la théorie, c'est la mettre en défaut. Parce qu'on pense qu'il faut vraiment que la théorie soit en défaut quelque part pour expliquer
ce qu'on voit dans l'univers, matière noire, énergie noire. Le LHT pourra, c'est pas sûr. Qu'est-ce que vous faites au LHC? Vous cherchez une autre matière, de la matière noire? Dans notre recherche, le point qui est important est finalement d'aboutir à une compréhension qu'on imagine globale et totale de l'ensemble des mécanismes qui créent de la matière et qui gèrent ces interactions. La relation d'Einstein dit que l'énergie ou la matière sont deux volets qui se transforment l'un dans l'autre. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est d'accélérer des particules simples à une certaine énergie et faire en sorte que dans le vide, ces particules rentrent en collision avec toute l'énergie qu'on leur a fournie. Et donc, on crée à l'endroit de la collision une densité d'énergie très grande. Lors de cette création d'une densité d'énergie, nous retrouvons ce qui s'est passé au niveau du Big Bang ou tout de suite après, c'est-à-dire une grande densité d'énergie qui peut créer de la matière, de telle manière à créer des particules de masse de plus en plus grande qu'on a besoin d'identifier pour justifier la matière noire dont nous parlions. Le satellite Herschel va observer la formation des étoiles. Vous travaillez sur le satellite Planck. Vous allez faire une image des premiers instants de l'univers, une image de la toute première lumière. It's a picture in a very special light that we call the cosmic microwave background. It's a light that was emitted by the universe when it was very, very young. And therefore, when we take a picture of this light, we are essentially looking back to the very beginning of the universe. There's a lot of things we can do with this picture. Primarily, we're going to try to essentially determine the properties at that time, the physical properties. For example, what kind of particles there were at the time. What was the distribution of matter? Of course, it was not completely homogeneous, so we're going to map that out. And what is the relation between matter and energy and light? By doing that, we are going to find out, what were the basic characteristics of the universe at that time. That we think we might be able to do is to try to find out the traces of inflation. Qu'est-ce que c'est l'inflation? Inflation is a phenomenon that is supposed to have happened at the beginning of the universe. That in fact caused it to happen. Yeah? And it is essentially a theoretical idea, but that fits many observations very well. And we would like to confirm that it happened. And there is a very specific prediction related to inflation that says it will leave a very special mark on this light, on this cosmic microwave background. It's very faint, it's difficult to see, and therefore the previous observatories have not been able to find it so far. We know today we have essentially three large constituents in the universe. There's normal matter, dark matter, and dark energy. And these three interact in some ways, and they leave their own imprints in the cosmic microwave background. So by measuring this cosmic microwave background, we can certainly look back and determine how much of each there was. And we hope that with Planck we are able to find that. De quelqu'un quand il a une idée. Je préfère quand il a une idée, parce que quand il n'a pas d'idée, ça se passe un peu comme dans un billard électrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça communique à l'intérieur de la tête?
ou bien dans la tête d'un idiot, je veux dire. C'est la même chose aussi, quelqu'un qui a une idée ou un idiot. De toute manière, il ne procède pas par chemin préformé, par association toute faite. Et bien, qu'est-ce qui se passe là si on savait? J'ai l'impression qu'on comprendrait tout. Deux extrémités nerveuses dans le cerveau peuvent très bien se mettre en contact. C'est même ça qu'on appelle des processus électriques dans les synapses. Et puis il y a d'autres cas, beaucoup plus complexes peut-être, où c'est discontinu et où il y a une faille à sauter. Et moi j'ai l'impression que le cerveau il est plein de fentes, et que ça saute, et que ça saute dans un régime probabiliste, qu'il y a des rapports de probabilité entre deux enchaînements. Qu'est-ce qui me fait penser à quelque chose? Tu diras, on peut toujours dire c'est une vieille question, il n'invente rien, c'est l'association des idées. Alors il faudrait presque se demander, lorsque par exemple un concept est donné, ou un tableau, une œuvre d'art contemplée, regardée, il faudrait presque essayer de faire la carte cérébrale à ça correspond. Quelles seraient les communications continues, les communications discontinues d'un point à un autre. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est une histoire, tu sais, que les physiciens, dont les physiciens se servent beaucoup, sous le nom de la transformation du boulanger. Tu prends comme un carré de pétrin, et puis tu les tires en rectangle, et puis tu rabats, tu fais un rétirage, etc., etc. Tu fais tes transformations. Et à la limite de X transformations, deux points tout à fait contigus, forcément seront amenés à être au contraire, très très distants. Et il n'y a pas de point distant qui, à la suite de X transformations, ne se trouveront des points contigus. Je me dis, lorsque l'on cherche quelque chose dans sa tête, est-ce qu'il n'y a pas des brassages de ce type? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs où deux points qui, à tel moment, dans tel état de mon idée, il y a deux points, je ne vois pas comment les rapprocher, les faire communiquer. Et puis au bout de cette transformation, les voilà qui sont l'un à côté de l'autre. Tout ça. Je dirais presque un concept ou une œuvre d'art, c'est-à-dire entre un produit de l'esprit et un mécanisme cérébral. Il y a des ressemblances qui sont tellement très très émouvantes que moi j'ai le sentiment que à la question comment pense-t-on, qu'est-ce que signifie penser, la question est à la fois de pensée et de cerveau absolument mêlés. La pharmacie, son action possible sur le cerveau et les structures cérébrales qu'on pourrait trouver au niveau moléculaire dans des cas de schizophrénie, tout ça me paraît un avenir plus certain que la psychiatrie spiritualiste. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe en effet dans le Z? Le zen, c'est l'inverse du nez, qui lui aussi est un zigzag. Voilà. C'est le mouvement, la mouche, qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être le mouvement élémentaire, c'est peut-être le mouvement qui a présidé à la création du monde. Alors, ça signifie quoi? Pour moi, voilà, quand j'invoque le zigzag, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur pas d'universaux, mais des ensembles de singularités. La question, c'est comment mettre en rapport des singularités disparates. Alors, mettre en rapport, ou des potentiels, si on parle comme en termes de physique, on peut imaginer un chaos plein de potentiels. Comment mettre en rapport des potentiels? Alors, je ne sais plus dans quelle discipline vaguement scientifique, on a un terme là qui m'avait tellement plu que j'en ai tiré parti dans un livre. Ils expliquaient qu'entre deux potentiels se passait un phénomène qu'ils définissaient par l'idée d'un sombre précurseur. Le précurseur sombre, c'est s'il mettait en rapport des potentiels différents. Et une fois qu'il y avait le trajet du sombre précurseur, les deux potentiels étaient comme
en état de réaction l'un, et entre les deux, fulgurait l'événement visible, l'éclair. Il y avait le précurseur sombre, et puis l'éclair qui... C'est comme ça que le monde naît, quoi. Il y a toujours un précurseur sombre que personne ne voit, et puis l'éclair qui illumine, voilà. Et c'est ça le monde, quoi. Ou ça devrait être ça la pensée, ça devrait être ça la philosophie. C'est ça le grand être. Voilà. Et c'est ça aussi la sagesse du zen. Le sage, c'est le précurseur sombre, et puis le coup de bâton, puisque le maître zen passe son temps à distribuer le coup de bâton. Le coup de bâton, c'est l'éclair là, qui fait voir les choses. Tu es seul à entendre l'invisible pluie d'étoiles. Une idée, c'est tantôt une idée en peinture, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en philosophie, tantôt une idée en science. Et c'est évidemment pas le même qui peut avoir tout ça. Si vous voulez, les idées, il faut les traiter comme des espèces de potentiels. Les idées, ce sont des potentiels, mais des potentiels déjà engagés dans tel ou tel mode d'expression. L'idée que... Pluie d'étoiles. Une idée, c'est tantôt une idée en peinture, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en philosophie, tantôt une idée en science. Et c'est évidemment pas le même qui peut avoir tout ça. Si vous voulez, les idées, il faut les traiter comme des espèces de potentiels. Les idées, ce sont des potentiels, mais des potentiels déjà engagés dans tel ou tel mode d'expression. L'idée que les mathématiciens auraient besoin de la philosophie pour réfléchir sur les mathématiques est une idée comique. Si la philosophie devait réfléchir sur quelque chose, mais elle n'aurait aucune raison d'exister. Si la philosophie existe, c'est qu'elle a son propre contenu. Si nous demandons qu'est-ce que le contenu de la philosophie, il est tout simple. C'est que la philosophie est une discipline aussi créatrice, aussi inventive que toute autre discipline. La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou à inventer des concepts. Et les concepts, ça n'existe pas tout fait. Et les concepts, ça n'existe pas dans une espèce de ciel où ils attendraient qu'un philosophe les saisisse. Les concepts, il faut les fabriquer. Si n'importe qui peut parler à n'importe qui, si un cinéaste peut parler à un homme de science, si un homme de science peut avoir quelque chose à dire à un philosophe et inversement, c'est dans la mesure où, et en fonction de leur activité créatrice à chacun. Non pas qu'il y ait lieu de parler de la création c'est plutôt quelque chose de très solitaire et de... Non pas qu'il y ait lieu de parler de la création, mais c'est au nom de ma création que j'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Et si j'alignais alors toutes ces disciplines qui se définissent par leur activité créatrice, si je les alignais, je dirais bien qu'il y a une limite qui leur est commune. Et la limite qui est commune à toutes ces séries d'inventions, inventions de fonctions, inventions de blocs, des mouvements, inventions de concepts, etc. La série qui est commune à tout ça, où la limite de tout ça, c'est quoi? C'est l'espace-temps. Si bien que si toutes les disciplines communiquent, toutes les disciplines communiquent ensemble, c'est au niveau de ce qui se dégage jamais pour soi-même, mais qui est comme engagé dans toute discipline créatrice, à savoir la constitution des espaces-temps. C'est en même temps là que la ligne de fuite risque de tourner, en ligne de mort. Et puis le type qui parle, il a presque l'air de croire à ce qu'il dit. Alors,
c'est rigolo. Il est très sympathique, très sympathique. Il n'est pas clair, il n'est pas toujours clair. Ça. Une des phrases les plus belles, je trouve, que je préfère dans Beckett, c'est un texte un personnage de Beckett qui dit « Oh, mais je le dirais s'ils y tiennent. S'ils y tiennent. S'ils y tiennent, mais je sais très bien le dire, comme tout le monde. Seulement voilà, je mets rien là-dessous. » شريت أخلق أصدقائي هنا شريت أنا مغالي سادة وغنان أمدرو يا مساق أغلي لاني سودان هورنا يمون إلاني وديان سلمان هو بدي صدوايتي بيزيد رشان أمدرو يا مزاق أغلي لاني سولان هورنا يمون إلاني وديان أمدرو يا مزاق Eh bien voilà, je suis profondément heureux de votre très grande gentillesse à m'avoir écouté et je vous remercie beaucoup.